Chers amis, bien, mesdames, messieurs, chers alumni, chers amis, bonsoir à toutes et à tous. En tant que délégué général de Sciences Po Alumni, je suis évidemment très heureux de vous accueillir ce soir et je vous transmets, chers participants et chers intervenants, les chaleureuses salutations de Pascal Perrineau, président de Sciences Po Alumni, qui ne pouvait pas se joindre à nous ce soir. Alors avec la crise sanitaire, la disparition du cash était annoncée, mais cela ne s'est vraisemblablement pas confirmé. Comment s'explique cette remarquable résilience du cash? Nous allons en discuter ce soir, tout d'abord avec Marc Schwartz. Monsieur Schwartz, bonsoir. Bonsoir, avec le micro ouvert. Bonsoir. Nous allons également en discuter avec. Alors, Marc Charles, je précise, vous êtes évidemment président directeur général de la Monnaie de Paris. Vous êtes professeur d'économie des médias et des industries culturelles à Sciences Po. Nous allons en discuter également avec Yanis Messaoui. Monsieur Messaoui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous diplômé en économie de l'université de Yale, vous êtes étudiant à HEC à Paris et co-auteur d'une note remarquée qui s'intitule Le grand paradoxe, pourquoi le règne du cash est loin de s'achever. Nous en parlerons dans un instant et cette conférence va être animée par Catherine Hartog. Catherine, bonsoir. Catherine, qui est secrétaire générale de Sciences Po Alumni et qui met, comme toujours, son réseau à disposition de l'association au service de la communauté des Sciences Po et nous l'en remercions très chaleureusement. Bonsoir à toutes et à tous à nouveau et je passe immédiatement la parole à Catherine Hartog pour présenter nos intervenants et l'objet de cette conférence plus en détail. Merci Bernard. Alors, je pense qu'on va entrer assez vite dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce paradoxe que Marc Schwartz et Yanis Messaoui vous avez souligné, à savoir, nous vivons dans une société aujourd'hui où l'on entend une rumeur de disparition du cash, finalement, un peu partout. Une société où les paiements sans contact, évidemment par carte, mais ça c'est déjà vieux, l'arrivée d'applications de paiement de plus en plus sophistiquées, l'arrivée des crypto-monnaies, l'intérêt des GAFA pour ce genre de solutions de paiement notamment, sachant que la monnaie c'est pas simplement le paiement, mais vous nous en direz un mot. Tout ça donne corps à l'idée que le cash va disparaître. Alors vous dites, c'est pas le cas. Donc, je vous donne la parole tout de suite. Le cash va-t-il mourir ou pas? Et d'abord, qu'est-ce que le cash, peut-être? Alors, d'abord, bonsoir à tous. Merci beaucoup à Sciences Po Alumni de me donner l'occasion de venir faire cette présentation avec Yanis Messaoui ce soir. Je suis très heureux de faire ça, étant moi-même, je ne sais pas si je suis à jour de ma cotisation, je pense que oui, mais je n'en suis pas absolument certain. En tout cas, je fais partie des alumni, puis j'ai le plaisir depuis quelques années d'avoir repris un cours à Sciences Po. C'est toujours pour moi une grande satisfaction et un grand intérêt de pouvoir échanger avec des étudiants. J'ai seulement l'impression qu'ils sont un peu plus jeunes chaque année, quoi. C'est le moment, je suis arrivé au moment où mes propres enfants ont l'âge d'être mes étudiants. Voilà. Donc, ça rend parfois un petit peu songeur sur les années qui passent, mais en tout cas, c'est un grand plaisir de se plonger dans ce bain académique, hein, même si Sciences Po est une université particulière, dans ce bain académique. Alors, je crois que vous avez dit les mots essentiels dans votre introduction à tous les deux. Bernard, vous avez parlé de résilience, et en effet, une résilience tout à fait surprenante, contre-intuitive. Et donc, je pense, pour répondre à votre question, Catherine, je pense, et nous pensons avec Yanis, nous allons vous faire cette présentation à deux voix ce soir avant de répondre à vos questions. Nous pensons que le cash ne va pas disparaître, hein. Vous avez parlé également, Catherine, dans l'introduction de rumeurs sur la disparition du cash. C'est tout à fait ce que je ressens, ce que j'ai ressenti en arrivant à la tête de la
Monnaie de Paris il y a un peu plus de 2 ans et j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. Et j'ai trouvé en effet un discours ambiant, qui un peu plus qu'une rumeur, hein, mais un discours ambiant général sur la fin du cash. Oui, le cash va mourir. Et puis au fond, Keynes disait, parlait d'une relique barbare quand il parlait de l'or, vous vous en souvenez. Ben, au fond, est-ce que les espèces ne seraient pas la relique barbare de notre temps, avec cette idée très moderne qu'il faut qu'on passe au numérique, hein. Personne ne peut être contre le fait qu'on passe au numérique. Enfin, il y a des débats évidemment là-dessus, mais on avait l'impression que dans ce domaine, comme dans d'autres domaines, comme dans celui de la musique enregistrée, les DVD, les CD ont disparu, le cinéma, les DVD ont disparu. Pas tant que ça en réalité, hein, quand on regarde les chiffres, mais ça c'est un autre sujet. Et au fond, le cash, il allait lui arriver la même chose. Donc, je suis arrivé dans ce discours ambiant. Alors, pour une entreprise dont le cœur de métier historique, c'est de fabriquer des espèces, fabriquer des pièces de monnaie, les billets de banque étant fabriqués en France, mais comme dans les autres pays, par la banque centrale. C'est le cas dans tous les pays, il y a cette répartition pour des raisons historiques. Au fond, on vous explique que votre métier principal va disparaître. Voilà, donc en même temps, on a commencé à suivre les données statistiques. On n'était pas tellement équipé à la monnaie pour faire ça, parce que c'est un peu paradoxal ce que je vais vous dire, mais nous sommes fondamentalement une entreprise industrielle. À Paris, on nous connaît beaucoup pour les salons d'exposition, le musée, le restaurant Guy Savoy, 3 étoiles au guide Michelin, mais le cœur de notre activité, c'est une activité industrielle. Nous achetons du métal sur les marchés internationaux. On achète près de 7000 tonnes de métal par an et on le transforme en pièces de monnaie, en médailles, en décorations, en objets de toutes sortes. Voilà. Donc, quand on vous explique que le cœur de votre métier va disparaître, évidemment, c'est assez, ça interroge pas mal sur l'avenir de l'entreprise. Et en effet, au sein de l'entreprise, il y a pas mal d'inquiétudes autour de ça. Mais quand on a regardé les chiffres, eh ben, on s'est rendu compte assez vite que ça n'était pas le cas. Donc, la première raison, on va y venir tout de suite, on va commencer la présentation, c'est que quand on dit le cash est en train de disparaître, ben, oui, beaucoup de gens disent ça, mais ce n'est pas dans les chiffres. C'est juste pas dans les données publiées par les banques centrales. Donc ça a été quand même une interrogation assez forte. Et c'est la raison pour laquelle j'avais commencé à réfléchir de mon côté à travailler là-dessus. Mais comme je vous le disais, on n'avait pas de ressources, on n'avait pas de suivi statistique, de base de données. Donc, c'est là où j'ai voulu travailler avec quelqu'un qui allait spécifiquement investir ces sujets. Et j'ai demandé à Yanis Messaoui de me rejoindre l'année dernière. Il était sorti d'Yale quelques mois auparavant. Et heureusement pour moi et pour nous, il n'était pas encore entré à HEC. Donc, j'ai eu un entre-deux qui m'a permis de le faire travailler et j'en suis très heureux. Alors, je vais maintenant essayer de partager mon écran. Ça, c'est donc le premier test de la soirée. Est-ce que vous le voyez ? Oui. Alors, je vais même me mettre en plein écran. En principe, c'est encore mieux. Il est passé en plein écran ou pas, non ? Pas encore, non. Voilà. Ça va. Alors, donc, en fait, ce grand paradoxe dont vous avez rappelé, Catherine, qu'il était le titre de notre papier commun, il s'exprime très simplement, hein, c'est-à-dire que d'un côté, on entend dire que le cash va disparaître. On entend dire qu'au cœur de la crise sanitaire l'année dernière, on utilise de moins en moins les espèces, ce qui est vrai pour le paiement, on va y revenir, mais en même temps, le volume d'espèces en circulation ne cesse d'augmenter. C'est ça le paradoxe, le cœur du paradoxe. Par ailleurs, et ça c'est Yanis qui présentera cette partie, les espèces voient leur rôle diminuer en tant que moyen de paiement, c'est incontestable, c'est documenté statistiquement, et sans même que ce soit documenté statistiquement, vous allez acheter du pain à la boulangerie en bas de chez vous, ben maintenant vous pouvez payer avec une carte sans contact. Quand vous achetez 2 baguettes, je n'ai jamais essayé pour une baguette, mais avec 2, ça marche. Et donc, manifestement, il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. Voilà. Et en même temps, on terminera par là, en même temps, alors qu'il y a quelques années, on ne parlait que de disparition du cash, on a le sentiment qu'il y a eu un retournement qui s'est opéré à partir de 2018-2019, qui est passé un peu inaperçu dans un premier temps. La première fois que j'ai reçu un journaliste et que j'ai parlé de ça, et je lui ai dit qu'à un moment, dans le courant de la discussion, je lui ai dit comme de toute façon, on sait que les espèces ne vont pas disparaître. C'était Le Monde qui était venu faire un reportage chez nous, dans notre usine à côté de Bordeaux, et il m'a dit, il m'a arrêté tout de suite. Ah bon, vous pensez que les espèces ne vont pas disparaître? Comme c'est étrange. Voilà. Et après, ça fait le titre de son papier. La Monnaie de Paris pense que les espèces ne vont pas disparaître.
comme si c'était quelque chose qui était une nouveauté absolue. Alors qu'en fait, quand on a commencé à gratter avec Yanis, aller chercher la littérature depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'en réalité, ça faisait déjà quelques années que les banques centrales écrivaient cela, avaient décrit ce paradoxe, même s'ils ne l'avaient pas qualifié de grand paradoxe, et qu'on était dans cette situation tout à fait étrange, mais il reste qu'il y a parfois un peu de temps pour que les idées se répandent, ou en tout cas que le grand public y ait accès. Il restait l'idée que le cash allait disparaître. Voilà, donc on a vraiment une espèce de changement de paradigme, et on est passé de quelque chose qui était la mort du cash à une défense argumentée des espèces. Et quand on parle de biens publics, notre papier commun parle de biens publics, ce n'est pas nous qui avons utilisé ce terme, c'est la Commission européenne qui, il y a quelques mois, un peu plus d'un an, a publié un papier dans lequel elle parlait de biens publics, la défense des espèces comme biens publics. Voilà. Donc, on a vraiment ce retournement. Alors, pour vous donner, d'abord, je vais peut-être revenir un tout petit peu, mais très rapidement en arrière. Pour certains, ça vous rappellera les cours d'économie. Pour moi, c'est les cours d'économie que j'ai eus déjà il y a quelques années. C'est important de se souvenir que la monnaie, elle a 3 fonctions. Alors, quand on veut paraître savant, on dit que c'est la définition aristotélicienne, parce que Aristote, dans un de ses ouvrages, avait déjà posé, il y a bien longtemps, ces 3 fonctions. C'est une unité de compte, ça permet de mesurer le prix des choses, ça permet d'établir de la comptabilité, de tenir des comptes, une comptabilité, ça permet c'est une unité de compte commune de mesure de la valeur. Deuxièmement, ça permet de conserver de la valeur. Une monnaie, quelle que soit sa forme, vous la gardez chez vous, c'est un support d'épargne. Et troisièmement, c'est un moyen de paiement qui est accepté généralement et qui peut servir et qui a permis aux économies, il y a bien longtemps, il y a des siècles de cela, de passer d'une économie de troc à une économie monétaire. Alors au début, la monnaie, c'était des coquillages, puis des métaux précieux, puis des pièces métalliques, puis des billets, etc. Voilà. Et il faut bien avoir en tête en permanence cette notion de cette sorte de triangle fonctionnel de la monnaie, parce que quand on parle de disparition du cash, en réalité, la perception qu'on a est complètement biaisée par le fait qu'on regarde le rôle de la monnaie comme moyen de paiement et qu'on oublie complètement le rôle qu'elle peut avoir comme réserve de valeur. Alors, toujours dans les rappels de notions de base, les principales formes de monnaie, la monnaie est d'abord fiduciaire. Vous me posiez la question tout à l'heure, Catherine, le cash, c'est les pièces et les billets. On parle de monnaie fiduciaire parce que l'origine est de l'origine latine, la fides, la confiance. Ce n'est pas la valeur intrinsèque que des pièces d'euros ou des billets d'euros ont qui font que vous leur donnez de la valeur, c'est la signature qui figure sur ces signes monétaires. La signature de la Banque centrale européenne ou la signature de l'État, puisque c'est la République française qui signe les pièces, et c'est les pièces de monnaie, et c'est la Banque centrale européenne qui signe les billets. Mais il n'y a aucune valeur intrinsèque. C'est un bout de papier ou c'est un morceau de métal. Donc, la valeur de la monnaie fiduciaire est fondée sur la confiance qu'on a dans la Banque centrale et au-delà de ça, dans les institutions, ce qui explique que dans des pays dans lesquels, par exemple le Japon, la population a une confiance importante dans les institutions, la confiance dans le cash peut être importante. Deuxièmement, la monnaie est scripturale, c'est la monnaie qui existe sur les comptes bancaires, c'est un jeu d'écriture dans les livres d'une banque commerciale. Quel que soit le moyen de paiement qui vient s'attacher à ce compte bancaire, on a eu des chèques, on les utilise moins aujourd'hui, il y a des virements, il y a des prélèvements, il y a évidemment la carte bancaire qui débite un compte que vous avez. Il y a aujourd'hui même les téléphones portables, mais les téléphones portables, si vous avez Apple Pay ou Google Pay, mouvementent votre compte bancaire. Donc, c'est de la monnaie scripturale. On a mis à part la monnaie électronique parce que là, pour le coup, c'est un support un peu différent qui est qu'on charge un objet physique ou un objet électronique, c'est parfois dans des applications comme Lydia, qui est une application de paiement pair à pair, mais qui permet aussi de garder de la réserve. Et là, on change de forme. On pourrait dire que la monnaie électronique, en fait, c'est assez proche de la monnaie scripturale, mais en réalité, on sort d'un compte bancaire. Comme quand vous allez prendre un billet, un distributeur, vous faites passer de la monnaie qui est de la monnaie privée à un statut de monnaie publique, c'est-à-dire que vous avez un seul créditeur dans une banque et vous récupérez des billets qui sont de la monnaie banque centrale. Et c'est le dernier point un peu général que je veux rappeler. Pardon pour ceux d'entre vous qui sont des économistes avertis, peut-être que je dis des choses qui sont de l'ordre de la banalité. La monnaie banque centrale, c'est 2 choses, et 2 choses seulement.
c'est la monnaie fiduciaire, les pièces et les billets. Et deuxièmement, c'est les comptes des banques commerciales auprès de la Banque centrale. Voilà. Donc, en fait, la monnaie banque centrale, c'est de la monnaie créée par la Banque centrale et qui figure au passif de son bilan. La monnaie scripturale, que j'évoquais à l'instant, elle figure au passif du bilan des banques commerciales, puisque quand vous déposez de l'argent à la banque, c'est au passif de la banque, mais vous, c'est à votre actif, par définition. Simplement, ce sont les banques commerciales qui créent la monnaie scripturale, et c'est la Banque centrale, comme son nom l'indique, qui crée la monnaie banque centrale. Je rappelle ça parce qu'on verra tout à l'heure que ça a un impact assez important dans quelque chose qu'on sent venir, qui n'est pas encore acté, mais qui est déjà, on en parle de plus en plus, qui est l'euro numérique, ou ce qu'on appelle, Yanis nous expliquera ce que c'est, la monnaie digitale de banque centrale. Voilà. Donc la monnaie de banque centrale, elle est physique, fiduciaire, c'est les pièces et les billets, et elle est scripturale, c'est ce que les banques sont obligées de déposer ou ce qu'elles souhaitent déposer auprès de la banque centrale. Alors maintenant, on arrive au cœur du sujet. Le cœur du sujet, je vous ai dit, voilà, ça c'est le... Je suis tombé après une discussion avec mon homologue autrichien qui m'a un jour montré ce graphique. Je venais d'arriver à la tête de la monnaie, puis il m'a montré ça, il dit, mais regardez, le cash ne disparaît pas, il ne cesse de monter. Ça m'a beaucoup étonné parce que j'étais comme vous, Catherine, ou comme d'autres, je pensais que le cash allait disparaître. Donc on se dit, si les espèces vont disparaître, on regarde les espèces qui sont en circulation, ces montants étant publiés chaque mois par la Banque centrale européenne pour l'euro, par la Réserve fédérale des États-Unis pour le dollar, ça devrait baisser si le cash va disparaître. Ce que vous voyez ici, pour l'euro, depuis 20 ans, puisqu'on va fêter dans quelques mois les 20 ans de l'euro, ça n'a cessé d'augmenter. Alors, plus ou moins vite selon les périodes, il y a des moments où ça s'est accéléré, là, c'est la base de données d'ailleurs que Yanis a constituée, qui est une base de données mensuelle. Il y a des moments où, de certains mois dans l'année, je ne sais pas très bien, en fin d'année, ça augmente un peu plus, mais dans l'ensemble, ça n'a jamais cessé d'augmenter. Voilà, tout simple. Donc, la première conclusion, elle est évidente, elle est de l'ordre de l'évidence, c'est que si le cash devait disparaître, on n'aurait pas cette courbe-là. Alors, pour les raisons qui font que ça continue à monter, on y reviendra tout à l'heure, on pourra répondre aux différentes questions. Ce n'est pas toujours facile de comprendre ça. Par exemple, lorsqu'on a fait la présentation de cette étude pour Terra Nova, puisque c'est l'Institut que je remercie au passage qui a publié cette étude, il y a un banquier qui dit « mais je ne comprends pas, chez nous ça ne cesse de baisser, comment pouvez-vous dire que ça augmente ?» Mais ça augmente parce que, en fait, ça, c'est tout ce qui est mis en circulation, en l'occurrence par la Banque centrale européenne, c'est-à-dire c'est la différence entre ce qui sort des caisses de la Banque centrale, la Banque de France pour la France, et ce qui revient dans les caisses de la Banque centrale sous forme de recyclage de pièces et de billets. Et c'est l'écart entre les deux qui continue à être positif. Et donc, la masse monétaire en circulation pour la partie fiduciaire, elle ne cesse d'augmenter. C'est une réalité. Alors, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'est dit, mais à 2020, les gens n'utilisent plus l'argent. Le montant du plafond du sans contact a été passé de 30 à 50 euros. Ce n'est pas ça, d'ailleurs, à mon avis, qui a eu le plus d'effet sur l'usage des espèces, parce que le moment, enfin le niveau où statistiquement on sait qu'on bascule du paiement en espèces au paiement par carte, avant même le sans contact, était plutôt compris entre 25 et 25 euros. Entre 20 et 25 euros. Donc, si vous passez le plafond de 30 à 50 euros, en réalité, on mord moins sur le cash qu'on ne mord sur le paiement par carte avec contact, si on peut dire, avec le code secret. C'est ça qui s'est passé. En revanche, ce qui, à mon avis, a joué dans l'autre sens, c'est la disparition progressive des planchers du sans contact. Le plafond est remonté, mais le plancher du sans contact, qui était, on avait ça beaucoup, on l'a de moins en moins, paiement par carte à partir de 10 euros seulement ou à partir de 5 euros, ça disparaît de plus en plus. Voilà. Et pendant la pandémie, s'est passé cette chose étonnante qui est que, ou pas d'ailleurs, que les gens ont eu peur. Ils se sont dit que les espèces, ça passait de la main à la main. Donc, il y avait un risque de transmission. On a des études scientifiques qui nous montrent que ce n'est pas le cas et c'est même plutôt l'inverse, que le virus a une durée de survie sur un billet de banque qui est 10 à 100 fois plus courte que sur, par exemple, de l'acier inoxydable, une poignée de porte. Les pièces sont fabriquées avec du cuivre et le cuivre est une matière qui est plutôt virucide, bactéricide, mais ce n'est pas grave, les gens ont eu peur et ça a arrangé beaucoup d'acteurs de la sphère privée, du monde des paiements, de dire qu'il fallait éviter
d'utiliser le cash et de passer au sans contact. Vous le voyez partout. Si vous prenez un taxi à Paris, la G7, il y a les gestes barrières en haut, en bas à gauche. Ça m'agace beaucoup. Je l'ai déjà photographié et envoyé au patron de G7. Il a dit utiliser la carte sans contact. Ça n'est pas un geste barrière. C'est le ministère de la Santé qui décide ce qui est un geste barrière. Les gestes barrières, c'est se laver les mains, porter un masque et pas porter ses mains à la figure. On sait ce que c'est. Mais quand même, ça s'est répandu. Et donc, on utilise moins les espèces aujourd'hui pour le paiement. Mais pour autant, il y a eu, vous le voyez sur cette courbe, une accélération de la circulation des espèces en 2020, ce qui a été là aussi tout à fait surprenant quand on a commencé à voir ça. Ça a commencé très tôt, vous voyez, mars, avril, et comme on suit les chiffres mois après mois, ça a été pour moi une grande surprise. Et je me suis dit, il y a peut-être un phénomène transitoire. Les gens se sont précipités prendre de l'argent avant le confinement. Moi, la veille du confinement, je suis passé devant un distributeur et j'ai pris tout l'argent que je pouvais parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Mais en fait, ça a continué pendant toute l'année. Et à la fin de l'année, on est à plus 11% pour l'euro. C'est la courbe qui est en vert. Et plus 15% pour le dollar. C'est la courbe qui est en vert aussi sur le graphique de droite. Et mon homologue américain, le patron de l'US Mint, la monnaie américaine, qui j'ai parlé il y a quelques jours, m'a dit qu'il y avait, l'année dernière, il y a une pénurie de pièces aux États-Unis. Incroyable. Ce n'était pas arrivé depuis 20 ans. Il a dû augmenter sa production de 40%. Voilà. Alors, comment est-ce que ça s'explique ? On va y venir, puis on en parlera dans la discussion, dans les échanges. Évidemment, souvenez-vous de ce que je vous ai dit en introduction, la monnaie, ça n'est pas qu'un moyen de paiement, on l'utilise moins pour payer, mais on la thésaurise de plus en plus. C'est aussi simple que ça. Et on a des chiffres qui documentent ça. Aux États-Unis, le solde moyen des dollars gardés par les ménages à domicile a doublé en 2020 par rapport à 2019. C'était un peu moins de 250 $. On est passé à près de 500 $. Il y a un phénomène de crainte devant l'avenir. Il y a le chômage qui explose. Accessoirement, les magasins sont fermés, on dépense moins, mais quand même, l'épargne explose. C'était le cas sur toutes les formes d'épargne. En France, le livret A, on en a beaucoup parlé, les comptes à vue, etc. Mais c'est le cas aussi pour les espèces. Bon, donc 2020 n'a en aucune manière signé la fin du cash. Elle a au contraire accéléré la demande d'espèces dans le monde entier. Ensuite, et dernier, je passe la parole après cette page à Yanis. Qu'est-ce qu'on a vu ? On peut se dire, OK, mais tout ça, c'est circonstanciel, dans la longue durée, ce n'est pas le cas, et puis la croissance économique a été encore plus forte. Du coup, on a regardé les chiffres en rapportant la masse monétaire, toujours billets et pièces en circulation, au PIB. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate ? Sur longue période, on constate exactement l'inverse. Prenez simplement le cas de la zone euro. Les pièces et billets en circulation représentaient 5% du PIB en 2006, représentent 11% en 2019. Ça a plus que doublé. Alors, il y a quelques pays, il faut bien le reconnaître, qui sont à droite de l'écran, si vous voyez ma souris, qu'on a isolés. C'est pratiquement les seuls. Il y a peut-être la Norvège aussi qui est dans cette catégorie. Quelques pays dans lesquels il y a eu une baisse sur longue période, mais il y en a très peu. Et même quand il y a eu une baisse importante, c'est la Chine, par exemple, puisque la Chine, le paiement est très, très largement numérique aujourd'hui. Eh bien, même en Chine, on a encore un cash qui représente 8% du PIB, c'est-à-dire exactement, et même, attendez, où sont les États-Unis ? Voilà, exactement le même niveau qu'aux États-Unis. Il y a le cas de la Suède, on y reviendra tout à l'heure si vous voulez, qui est le pays qui s'est le plus rapproché de la situation d'une société sans cash, mais qui a complètement tourné kazakh il y a 2 ans. Voilà. Yanis, je te passe le relais pour la suite et j'actionne les slides. Tu me dis. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Marc Schwartz, pour cette information. Alors, on voit qu'il y a eu une augmentation assez remarquable de la circulation des espèces, mais en effet, comme on l'a remarqué, il y a une diminution, une tendance à la diminution de l'usage transactionnel des espèces. Alors, comme vous pouvez le voir sur ces chiffres présentés ici, qui présentent finalement les comportements de paiement des Européens, on voit que la part du volume de paiement réglé en espèces par les Européens a diminué d'à peu près 6 points de pourcentage entre 2016 et 2019. Donc, ça confirme les intuitions que certains peuvent avoir qu'en effet, on utilise beaucoup moins l'argent liquide pour effectuer des paiements.
Alors là, ce sont les derniers chiffres que l'on a par la BCE qui sont disponibles en 2019. Lorsqu'on s'attelle à l'année 2020, on n'a pas encore les chiffres issus de journaux de paiement, mais cependant, la BCE a réalisé un sondage qui a quand même montré qu'à peu près 40% des Européens déclarent avoir commencé à utiliser beaucoup moins les espèces depuis le début de la crise sanitaire. Donc, on peut quand même supposer que cet événement va accélérer la tendance à utiliser moins les espèces. Alors, pour parler un tout petit peu plus de ce graphique, vous pouvez voir que la proportion finalement des paiements en cash par rapport au nombre est bien supérieure à la proportion au niveau des valeurs. Donc ça s'explique par le fait qu'en fait, en Europe, on va privilégier les paiements en espèces pour des transactions à plus faible valeur. Donc c'est 90% des paiements inférieurs à 5 euros qui sont réglés en espèces, alors que du coup, les paiements qui sont à valeur plus forte, donc comme il a été dit, entre 20 et 25 euros, eux, la majorité de ces paiements vont être réglés en carte. Et donc, ce sont des données ici à l'échelle européenne. Et il est important de noter évidemment qu'il y a des différences au niveau national. Donc, par exemple, les Allemands utilisent beaucoup plus les espèces que la moyenne européenne, alors que les Suédois les utilisent beaucoup moins. Oui, du coup, on peut passer à la prochaine diapositive. Alors, qui confirme finalement cette tendance à la baisse de l'usage transactionnel des espèces et qui montre que ce n'est pas un phénomène qui est isolé à la zone euro et à l'Europe. On voit aussi cela aux États-Unis. Donc, pareil, sur la même période, entre 2016 et 2019, l'usage transactionnel des espèces a diminué d'à peu près 50% aux États-Unis. Et donc, ce sont des chiffres qui sont sur le volume de paiement. Donc, aux États-Unis, le mode de paiement préféré est de loin les cartes de crédit et les cartes de débit. Cependant, l'argent liquide représente quand même plus du quart des paiements effectués, ce qui n'est pas négligeable. Et il faut noter qu'aux États-Unis, il n'est pas illégal pour un commerçant de refuser un paiement en espèces. Et donc, c'est quelque chose d'ailleurs qui m'avait surpris, moi, pendant que j'habitais aux États-Unis. Ça m'est arrivé donc à plusieurs reprises d'arriver dans un commerce et qu'on me force, entre guillemets, à payer par carte. Alors, c'est en train d'évoluer, notamment dans la juridiction de New York ou de San Francisco, où finalement des décisions ont été prises pour interdire aux commerçants de refuser les paiements en espèces. Et donc, ces juridictions se rapprochent finalement du modèle français où accepter les paiements en espèces est obligatoire. Le défenseur des droits l'a d'ailleurs rappelé au plein cœur de la crise sanitaire. Si on peut passer, voilà. Donc, comme on l'a dit, la Banque centrale européenne a indiqué qu'elle considérait que l'argent liquide était finalement assimilable à un bien public et elle a présenté des arguments en faveur du maintien des espèces. Donc, on peut voir par exemple que l'argent liquide, c'est un mode de paiement qui est gratuit, universel et facile à utiliser. Donc, ça renvoie notamment au pouvoir libératoire de la monnaie. Lorsque je règle une transaction en espèces avec un commerçant, cette transaction est réglée immédiatement. Donc, c'est cette facilité d'usage qui est un des bénéfices au cash. L'argent liquide est aussi un mode de paiement inclusif. Je pense notamment aux 20% de la population française qui n'est pas à l'aise avec les outils numériques. Donc, c'est cette population qui souffre, comme on dit, d'électronisme et pour qui utiliser des paiements numériques comme les cartes bleues ou les paiements en ligne peut représenter une certaine difficulté. Et l'argent liquide est également un mode de paiement inclusif pour les populations plus vulnérables économiquement, notamment les sans-abri ou les migrants pour qui justement l'argent liquide est un moyen de se procurer des biens essentiels et donc nécessaires à leur survie. D'ailleurs, en parlant de survie, on voit que l'argent liquide est aussi un mode de paiement résilient. Alors, ça veut dire que, en fait, en cas de panne d'électricité, en cas de cyberattaque, en cas de catastrophe naturelle ou tout autre phénomène qui viendrait à mettre à mal notre infrastructure de paiement numérique, on pourra toujours utiliser l'argent liquide pour se procurer les biens essentiels. Alors, ça peut paraître lointain, par exemple, pour la France, mais c'est un scénario qui s'est déjà présenté. On a vu, par exemple, à Porto Rico en 2017, lorsque le territoire américain avait été frappé par un ouragan qui avait causé une panne d'électricité généralisée. La plupart des distributeurs de billets de l'île avaient été rendus hors service et pareil pour les terminaux de paiement des commerçants qui ne fonctionnaient plus.
plus, ce qui avait paralysé l'économie portoricaine. Donc la Réserve fédérale de New York avait fini par envoyer une somme qui n'a d'ailleurs pas été rendue publique par jet privé depuis les États-Unis continentaux à l'île de Porto Rico, et qui a permis aux habitants d'avoir accès à leur argent et donc de se procurer des biens essentiels en temps de crise. L'argent liquide aussi préserve notre liberté de choix. En effet, on a le choix de payer en pièces, en billets ou en carte bleue ou sans contact. Donc, c'est une option finalement de paiement qui se présente à nous. Et l'argent liquide est également garante de la confiance de la monnaie, et il conforte le contrat social de la monnaie. Donc, comme ça a été dit, l'argent liquide, c'est de la monnaie qui est émise par la Banque centrale. Donc, les pièces sont signées par l'État, et les billets sont signés maintenant par Christine Lagarde. Et donc, ils n'ont pas de valeur intrinsèque, mais pourtant, on leur accorde une valeur parce qu'on a confiance en cette institution bancaire centrale. L'argent liquide aussi présente l'avantage de protéger les données personnelles. En effet, on ne peut pas traquer votre historique de paiement par espèce, en fait, alors que, par exemple, les banques commerciales ont accès à l'historique de paiement de leurs clients par carte bleue. Alors, c'est souvent quelque chose que l'on utilise pour décrier l'argent liquide, pour dire que justement l'argent liquide favoriserait les activités criminelles, mais nous tenons quand même à préciser que l'argent liquide est loin d'être le seul mode de paiement qui est susceptible d'être utilisé pour des motifs frauduleux, et on pourra revenir sur ça plus tard. Et donc, comme l'a été évoqué au début de cette présentation, lorsque l'on pense à l'avenir de la monnaie, on entend de plus en plus parler de ce concept de monnaie digitale de banque centrale. Alors, donc, comme on l'a vu, la banque centrale émet nos pièces et nos billets, et elle émet finalement cette monnaie qui est physique. On pourrait donc imaginer à l'avenir que la BCE ou la Fed ou toute autre banque centrale pourrait émettre un euro ou un dollar ou un yuan digital, en fait. Ces monnaies digitales devraient présenter donc tous les atouts que le cash offre, ce qui n'est pas chose aisée. Toujours est-il que les banques centrales travaillent beaucoup récemment sur cette question. La Chine, notamment, est en train de conduire des essais à grande échelle. La Banque de France, elle a conduit sa première expérimentation avec succès au mois de mai 2020 sur des monnaies digitales de banque centrale, et elle continue de piloter certains projets d'exploration. Et la Banque centrale européenne, elle a réalisé plusieurs travaux exploratoires et devrait se prononcer sur sa décision ou non de poursuivre un projet d'émission d'euros numériques, et on devrait avoir cette décision à la mi-2021. Si on peut passer à la... Voilà. Et donc, pour conclure, finalement, donc nous avons vu que l'argent liquide, la circulation d'espèces augmente alors que l'usage transactionnel des espèces diminue. Donc, c'est un peu ce paradoxe que l'on explique notamment par ce phénomène de thésaurisation, c'est-à-dire que les personnes vont finalement utiliser les espèces plus pour se constituer une épargne. Et nous avons aussi vu que l'argent public donc peut être assimilé, l'argent liquide peut être assimilé à un bien public, et donc avec de nombreuses raisons qui finalement argumenteraient pour un maintien de l'argent public dans notre quotidien et dans nos habitudes. Et lorsque on entend beaucoup parler finalement donc de cette disparition du cash, mais finalement lorsqu'on demande aux gens ce qu'ils en pensent, eh bien, des études d'opinion assez récentes qui ont été réalisées en France et aux États-Unis et en Europe montrent que les populations ne souhaitent pas une disparition du cash. Donc, cela nous amène à penser que l'argent liquide a de très beaux jours devant lui. Voilà ce qu'on voulait vous dire avec Yanis. On est prêt à répondre à vos questions. Je n'ai pas du tout parlé du Bitcoin. Mais si vous voulez aborder peut-être une des questions. Merci beaucoup à tous les deux. On va peut-être aborder effectivement, je l'espère, le sujet des crypto-monnaies, Bitcoin ou autre tout à l'heure. Moi, j'avais juste une réflexion. En temps de crise, si je comprends bien, les gens ont tendance à accumuler les bas de laine, à accumuler des espèces, à thésauriser. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que on entretient l'idée que quand il y a de l'épargne forcée, comme c'est le cas par exemple actuellement, est-ce que l'idée que l'État rôde autour
comme dans le sketch du percepteur de Raymond DeVos, rôde autour du bas de laine, n'incite pas automatiquement une population, plutôt qu'à laisser de l'épargne sur des comptes bancaires visibles et taxables, à épargner de manière physique. Écoutez, ça c'est une question importante que Yanis a un peu évoquée sur les usages illégaux ou les usages, on va dire, non légaux de l'argent. Il peut y avoir peut-être cela, c'est-à-dire un phénomène de protection. Au fond, on préfère garder de l'argent chez soi. Maintenant, vous savez, aujourd'hui, moi, le sentiment qu'on peut avoir, hein, même si le cash garde cette idée, cette image qui lui colle au dos, qui est que c'est l'image des valises de billets, en fait. Hein. C'est soit le matelas, soit les valises de billets qu'on a vues dans les films. Hein. Et en réalité, l'État a, depuis des années en France, et c'était le cas dans d'autres pays, fait tout ce qu'il a pu pour contrôler ça de plus en plus. Vous ne pouvez pas payer dans une boutique au-delà de 1 000 euros. Les impôts, on ne peut plus les payer qu'à hauteur de 300 euros en cash. Et en fait, l'État, dès lors que les revenus sont déclarés, connaît votre situation de toute façon. Aujourd'hui, alors certes, on pourrait se dire, on peut aller sur d'autres moyens de placement, puisqu'on est sur le placement. On n'a pas un gros recul sur ce qui s'est passé l'année dernière en matière de changement du comportement pour les comportements de thésaurisation. En revanche, on avait vu exactement ce phénomène en 2008, après la crise financière de 2008. Il s'est passé la même chose aux États-Unis. Donc, je ne sais pas trop répondre à cette question. Peut-être qu'en effet, on souhaite s'éloigner de l'État. Il faudrait qu'on ait des études d'opinion, des études sociologiques là-dessus. Je n'ai pas l'impression que c'était ce qui était déterminant l'année dernière, parce qu'en réalité, l'année dernière, l'État est intervenu massivement dans l'économie. Hein. C'est l'État qui payait les salaires, y compris dans des entreprises privées. Donc, je ne sais pas bien répondre à cette question. Il y a peut-être un peu de cela. Il y a peut-être une méfiance. Alors, dans ceux qui défendent les crypto-monnaies ou à l'inverse, ceux qui promeuvent les monnaies locales, il y a l'idée qu'il faut s'éloigner de l'État, qui peut être pour la gestion de la monnaie. Alors, il y a le versant très libéral, Frédéric Hayek, qui publie dans les années 70 un livre sur la dénationalisation de la monnaie, qui est pour les monnaies privées, et le versant plus proche disons, du retour au local, au territoire, avec les monnaies locales. Voilà. Mais c'est dans les deux cas, les deux se rejoignent par une sorte de volonté de mise à distance de l'État central. Alors, il y a aussi avant que les questions n'arrivent, là, j'en ai une autre. Est-ce que c'est toujours un peu lié à ça, en fait, au lien. Bon, c'est l'État qui émet la monnaie, qui a le privilège d'émission. Est-ce que, avec l'émergence de puissances telles que on l'a vu avec les GAFAM, par exemple, est-ce qu'on n'est pas dans un monde où émergent d'autres prétentions à émettre de la monnaie qui risquent d'avoir un grand succès auprès d'un certain nombre d'opérateurs privés et tout simplement des jeunes générations? Alors, ça, c'est une question qui est aussi très importante aujourd'hui. Je pense que c'est la question la plus brûlante sur l'avenir de la monnaie et sur l'avenir de la monnaie, notamment sous ses formes numériques. On a beaucoup parlé depuis quelques années des crypto-monnaies. On a beaucoup parlé du Bitcoin depuis quelques jours ou quelques semaines. On en parle encore plus souvent parce que il fait des yo-yo sur les marchés. Selon que Elon Musk dit que c'est bien ou que Elon Musk dit que c'est pas bien, ça gagne 30% un jour et ça perd 40% le lendemain. Mais il faut bien voir que, en tout cas, notre opinion, et quand je dis notre opinion, c'est pas nous tout seuls dans notre coin, les banques centrales pensent la même chose, les gouvernements pensent la même chose. Nous ne considérons pas que les crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin, qui est la plus importante d'entre elles, soient des monnaies au sens où nous les avons définies tout à l'heure, en introduction de l'exposé. Hein. C'est un sujet qui est très débattu, parce qu'évidemment, quand on dit ça et qu'on le dit publiquement, on vous accuse tout de suite de rien comprendre à l'économie numérique, d'être un vestige dépassé de l'économie pré-numérique, enfin tout ce que vous voulez. Mais la réalité des choses, c'est quand on regarde les différentes catégories, les différents usages de la monnaie ou des fonctions de la monnaie, le triangle fonctionnel que j'ai rappelé, dont j'ai rappelé
la définition au début. Ça doit être une unité de compte, ça doit être un moyen de paiement, ça doit être une réserve de valeur. Unité de compte, il est difficile de considérer qu'il y a un usage large du Bitcoin ou des autres crypto-monnaies pour servir d'unité de compte. Moyen de paiement, essayez d'aller acheter une voiture avec un Bitcoin. Je vous souhaite bien du plaisir. Et réserve de valeur, oui, c'est une réserve de valeur pour ceux qui acceptent d'investir des sommes importantes aujourd'hui, puisque le cours du Bitcoin a dépassé 50 000 $ depuis le début de l'année. Il a dépassé le cours de l'or, hein, le cours du kilo d'or, c'est historique. Mais il a immédiatement chuté quelques jours après de façon importante. C'est un actif qui est extraordinairement volatile. Hein. Bon. Donc, ça ne donne pas les garanties de stabilité de la valeur qu'on peut trouver dans les devises, même dans les monnaies, même si les monnaies peuvent fluctuer entre elles. Voilà. Si vous êtes en euros, si l'euro est une valeur stable, l'inflation est faible, c'est le cas aujourd'hui. Et donc, si vous avez du cash, si vous avez des euros, vous gardez la valeur de ces euros. Bon. Ça, c'est les crypto-monnaies. Alors, il y a quelque chose qui est traditionnel, il y a quelque chose qui arrive de plus en plus aujourd'hui, qui se profile, c'est ce qu'on appelle les stable coins. Et on a tous en tête l'exemple de Libra, la volonté de Facebook de créer une monnaie au niveau international. Et ça, c'est d'une nature différente. D'abord parce que quand on parle de Facebook, on parle je crois qu'il n'y a pas loin de 3 milliards de comptes dans le monde. Donc, si vous avez 3 milliards de personnes qui ont brusquement accès à une monnaie, on change de dimension. Deuxièmement, un stablecoin, qu'est-ce que c'est par rapport à une crypto-monnaie traditionnelle, par rapport au Bitcoin? Le Bitcoin, sa valeur ne repose sur rien. Il n'y a aucun sous-jacent. C'est un pur marché. Il y a l'offre et la demande. Donc, c'est purement spéculatif. Donc, on parle plus, les banques centrales ne parlent plus de crypto-monnaie, elles parlent de crypto-actif. C'est un actif numérique. Encore pourrait-on contester cette notion d'actif numérique parce que la définition d'un actif, c'est quelque chose qui génère des revenus. C'est comme ça qu'on calcule la valeur de l'actif. Il y a des financiers sans doute qui participent à cette réunion. On actualise des flux de revenus futurs. Mais il n'y a pas de revenus. Vous achetez un Bitcoin, ça ne vous rapporte rien. Ça monte, ça descend. Vous pouvez le vendre plus ou moins facilement, mais voilà, c'est comme ça. Or, les stablecoins ont une ambition différente, c'est qu'ils ont l'ambition de calculer la valeur de cet actif en s'appuyant sur un panier de devises internationales qui va leur conférer cette stabilité, qui pourrait leur conférer cette stabilité qui manque au Bitcoin et aux autres crypto-monnaies. Maintenant, et si vous ajoutez à ça le fait que, comme je le disais, c'est potentiellement plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, là, pour le coup, ça commence à devenir une menace sérieuse pour les banques centrales. C'est comme ça qu'elles le comprennent, parce que le rôle d'une banque centrale, c'est de régler par sa politique monétaire l'offre de monnaie disponible dans une économie, d'une manière ou d'une autre, et c'est de surveiller la stabilité financière. Or, si vous avez une devise qui est totalement autonome, gérée par une énorme entreprise internationale, qui n'est pas régulée par les banques centrales, ça pose un problème en termes de souveraineté monétaire et ça pose un problème en termes de stabilité financière. C'est pour ça que les banques centrales ont dit à Facebook, elles ont élevé la voix, les ministres des Finances aussi, en France, Bruno Le Maire l'a fait, et elles ont dit à Facebook, c'est très simple, hein, vous voulez émettre une devise, aucun problème. Vous devenez une banque et vous venez chercher un agrément auprès de la Banque centrale. Et après, on pourra en reparler. Voilà. Donc, il y a un risque assez élevé, assez fort. Certains le voient comme une opportunité, hein, toutes les opinions sont possibles, mais il y a un risque qui est assez élevé, que moi je considère très élevé, et c'est la raison pour laquelle les banques centrales se sont mobilisées aussi fortement, et je pense qu'elles ont de bonnes chances d'empêcher le développement, enfin de freiner en tout cas le développement de ce type de devise, d'où l'intérêt de ce que Yanis nous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la monnaie digitale de banque centrale. C'est-à-dire que si vous dites qu'on ne peut pas aller vers le sens d'une crypto-monnaie, d'une monnaie digitale, à ce moment, il faut que les banques centrales proposent une alternative. C'est ce qu'elles sont en train de faire. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet des banques centrales? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, donc, comme j'avais rappelé dans la présentation, finalement, donc, ces monnaies digitales de banque centrale, elles seraient vues comme une alternative aux stablecoins et aux crypto-actifs dont on a parlé. Alors, conceptuellement, la manière la plus simple d'en parler en fait, de ces monnaies digitales de banque centrale, c'est de se dire que à l'usage et à la forme, ça ne serait pas tellement différent des monnaies scripturales en fait, qu'on utilise avec nos cartes bleues. En fait. La vraie différence, ce sera l'émetteur qui sera
la banque centrale. Et c'est vraiment ça qui est clé, en fait, parce que donc, la valeur de cette monnaie digitale ne dépendra pas donc, ni de l'offre et de la demande, comme on peut le voir pour le Bitcoin, ni d'un consortium d'entreprises privées, comme on peut le voir pour le Libra, ou finalement de tout autre actif. En fait, cette valeur sera juste calquée sur la valeur de la devise en elle-même. Il y a les réflexions sont encore vraiment au premier stade, donc on ne sait vraiment pas encore exactement quelle forme ces monnaies digitales de banque centrale vont prendre. On peut avoir donc soit l'idée que des particuliers pourraient avoir des comptes dans les banques centrales, ou ces monnaies digitales émises par les banques centrales pourraient être rendues disponibles par utilisation, par exemple, en paiement peer-to-peer, donc entre particuliers, en utilisant donc des applications mobiles. Donc la forme que cela va prendre est encore à définir. En tout cas, ces monnaies, elles auront vraisemblablement deux usages principaux. Donc, il y aura cet usage dont je viens de parler, donc cet usage de détail, donc qui me permettra par exemple d'aller payer mon pain avec un euro digital, ou un autre usage, donc un usage de gros, un usage wholesale. Et ça, ce serait plutôt réservé aux banques finalement pour leur permettre de régler leur règlement interbancaire en fait. Pour ce qui est donc de ces monnaies digitales de banque centrale, elles se calquent évidemment donc sur les technologies qui sont utilisées par les cryptoactifs et les stablecoins, donc le blockchain, le distributed ledger technology, donc c'est qui permet donc d'avoir une base de données indépendante en fait qui enregistre toutes ces transactions et donc c'est la Banque de France qui a conduit par exemple des premières expérimentations avec succès sur ça, et en Chine je pense notamment à Shanghai, donc c'est paru récemment dans les médias pour ceux qui s'intéressent si vous voulez regarder. Donc on a de plus en plus d'expérimentations à grande échelle au niveau de ces monnaies digitales de banque centrale. Donc c'est en yuan digital en fait qui a été émis par la Banque centrale de Chine. Vous avez l'option d'échanger des yuan physiques contre des yuan digitaux, et je crois que ça se matérialise sous forme de cartes prépayées qui vous permettent d'avoir donc cette activité économique. Toujours est-il que finalement, en fait, ces monnaies digitales émises par les banques centrales, donc elles répondent à plusieurs questions, comme ça a été dit. Donc cette problématique de souveraineté monétaire et de politique monétaire, mais c'est également aussi pour répondre à un phénomène qui est tout à fait vrai, c'est que l'économie mondiale se digitalise de plus en plus. Donc c'est également une réponse donc à une tendance actuelle, et pour faciliter les transactions au sein, donc par exemple de l'Union européenne, par exemple, ou même à l'extérieur en fait. Je crois qu'on a des questions. J'ai vu une main se lever, puis on a des questions sur le chat. Voilà. Alors, il y a une question qui est une question historique et que je vous livre. Est-ce que le contrat social évoqué tout à l'heure entre les usagers et la monnaie n'a pas été mis à mal dès lors que la valeur faciale de la monnaie a été décorrélée de sa valeur intrinsèque? Alors, ça remonte déjà à quelques temps. Je ne crois pas, en fait. Moi, je ne crois pas, parce que justement, c'était un sujet, évidemment. On peut se dire, quand il y avait une valeur intrinsèque, c'était la valeur du métal qui constituait les pièces de monnaie, l'or et l'argent, valeurs précieuses. Mais on a eu des périodes dans lesquelles il y a eu une inflation forte et donc une moindre confiance dans la monnaie, puis des périodes dans lesquelles on en vit une depuis 20 ans grâce à l'euro, on a une inflation qui est faible. La monnaie maintenant est très, très majoritairement dématérialisée, même s'il y a encore du cash qui circule. Par rapport à l'ensemble de la masse monétaire, c'est une proportion assez faible. Je crois que c'est à peu près 10% de la base monétaire, ce qu'on appelle l'agrégat M1, pour ceux qui connaissent un peu ces sujets. Et pour autant, la confiance dans la monnaie reste. Je pense que la confiance dans la monnaie, elle dépend d'autres facteurs. Elle dépend de la confiance dans les institutions, elle dépend du taux d'inflation, elle dépend de la politique économique qui est menée, elle dépend aussi sans doute de raisons sociologiques. On parlait du Japon tout à l'heure. Le Japon est un des pays dans lesquels le taux d'usage du cash est le plus élevé. C'est aussi un pays dans lequel l'âge moyen de la population est élevé. Donc, il y a peut-être cette dimension-là aussi. Voilà. Mm-hmm. Donc, la réponse est non, je ne crois pas que le contrat social se soit détérioré, quoi. D'accord. Il y a une question concernant le graphique que vous avez montré tout à l'heure sur l'augmentation de la monnaie en circulation.
Et voilà, cette question souligne simplement le côté réellement impressionnant de cette croissance annuelle, année après année, qui est nettement supérieure à la croissance du PIB, en tout cas dans nos pays. Comment explique-t-on cela? Voilà. Écoutez, en fait, c'est le cas dans la plupart des pays. Hein. C'est dans tous les pays dans lesquels la part de la masse monétaire dans le PIB a augmenté pendant cette période. C'est des pays dans lesquels la croissance des espèces en circulation était plus importante que la croissance du PIB, c'est tout. Alors, comment est-ce qu'on l'explique? Par différents facteurs. Il y a des études économétriques, on en cite une ou deux dans le papier. Par exemple, le rôle des taux d'intérêt. Quand on a constaté que quand les taux d'intérêt sont élevés, il y a une préférence pour la liquidité qui diminue, puisqu'il y a une perte d'opportunité, enfin un coût d'opportunité à détenir de la liquidité qui n'est pas rémunérée versus la mettre à la banque. Quand les taux d'intérêt sont trop bas, ce coût d'opportunité diminue. Quand ils sont négatifs, on perd de l'argent quand on le dépose à la banque. Voilà, je le dis pour simplifier, ce n'est pas le cas pour les épargnants, mais enfin, vous n'en gagnez pas. Donc, l'intérêt pour le cash est plus important. Et puis, il y a le facteur qu'on évoquait tout à l'heure, lié aux inquiétudes sur l'avenir, lié aux crises à répétition. Voilà. Donc, il y a toute une série de ce qu'on a trouvé comme liens macroéconomiques les plus solides. C'est plus la croissance économique est élevée, plus la demande pour les espèces augmente. Et plus les taux d'intérêt sont bas, plus la demande pour les espèces augmente. Voilà, c'est ce que disent en résumé les économètres. Il y a différentes études qui ont montré ça. Une autre question est sur le risque que la monnaie ou les monnaies digitales ne finissent par affaiblir les banques commerciales. Alors, Yanis, tu veux répondre à ça? Oui, bien sûr. Alors, oui, ça, c'est un risque donc, qui a été relevé d'ailleurs par la Banque des règlements internationaux et la BCE. Donc, c'est un risque de désintermédiation du système bancaire, comme le dit la BCE, et la BRI. Elle parle carrément d'un risque existentiel en fait pour les banques commerciales. Alors, ça s'explique par le fait que l'argent qu'on a dans nos comptes en banque, en fait, il est émis donc par ces banques commerciales, donc il y a un certain risque. Alors oui, une partie de cet argent est assurée par l'État, mais en tout cas, il y a un risque. Alors que cette monnaie digitale de banque centrale, finalement, ne présenterait aucun risque parce qu'elle serait émise donc par l'institution bancaire, on va dire, suprême sur la législation, en fait. Donc, on peut imaginer, et c'est surtout en temps de crise, en fait, où on pourrait avoir une espèce de ruée vers les monnaies digitales de banque centrale et une fuite des banques commerciales, justement pour avoir ce sentiment de sécurité, en fait, par rapport à notre argent. Et aussi, il y a aussi un phénomène qui pourrait se matérialiser, ce serait finalement un phénomène de compétition entre les monnaies digitales de banque centrale et les monnaies commerciales. Donc, quelles offres pourrait avoir, par exemple, la Banque de France ou la BCE pour convaincre les particuliers d'utiliser cette monnaie par rapport à la monnaie digitale qu'ils utilisent, à la monnaie électronique, pardon, qu'ils utilisent déjà dans leur compte en banque. En fait, si vous voulez, c'est assez simple. Hein. Comme ça vient d'être dit, les banques commerciales, ça ne leur plaît pas du tout, cette histoire de monnaie digitale de banque centrale. Hein, parce que si vous pouvez avoir du cash sur un portefeuille électronique ou sur une carte qui est chargée, au lieu d'aller chercher des billets dans un distributeur, vous chargeriez du cash sur une carte, par exemple. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de la monnaie privée qui devient de la monnaie publique. Donc, ça ne leur plaît pas, ça c'est sûr. J'ai vu une main se lever, celle de Guillaume Lepec, qui est un grand défenseur du cash, je crois. Oui, bonjour. Je ne sais pas quel est le protocole, il faut allumer la vidéo. Peu importe, on vous entend bien là. Bien, bonjour, merci. Merci de ces excellentes présentations. Si je peux me permettre, je voulais faire deux petits commentaires et une question. Mon premier commentaire, c'est que à l'échelle de la planète, il y a 1,7 milliard, soit 30% de la population qui n'est pas bancarisée. Au-delà de ça, il y a 20% de la population bancarisée qui n'a jamais fait un paiement digital. Donc, on a fait des efforts remarquables pour bancariser des gens qui n'avaient pas d'argent,
parce qu'on s'est fixé comme objectif une inclusion digitale financière sans résoudre le problème de la pauvreté. Ce qui fait qu'en 2019, il y a exactement la moitié de la population, en fait je crois que c'est un tout petit peu plus que la moitié de la population, qui n'a pas fait un paiement digital, pas un seul. Donc en fait, quand on parle de mort du cash, pour la moitié de la population, c'est la mort tout court. C'est des gens qui dépendent du cash pour acheter, à boire, à manger, s'abriter. Et on a toujours toujours tendance à penser que c'est en Afrique ou c'est en Asie, dans les pays émergents. Rappelons qu'en France, il y a 500 000 personnes qui sont non bancarisées. J'étais une agence de la Banque de France à Bastille la semaine dernière. Ils traitent 30 dossiers par jour d'accès au compte. Donc, pour nous, c'est peut-être un sujet un peu académique. Pour la moitié de la population, c'est un sujet qui est un petit peu plus significatif que ça. La deuxième chose, c'est que vous avez parlé de liberté de choix. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parmi les banques centrales, mais aussi parmi les ministères de Finances. Après tout, c'est le consommateur qui aujourd'hui a le choix entre payer par carte, par téléphone. Je me demande si cette position est tenable aujourd'hui. J'ai vérifié ce matin, mais Mastercard a un budget de marketing communication qui est de 934 millions de dollars. Visa dépense la même chose, l'un sponsorise les Jeux Olympiques, mais quand il sponsorise aussi les Jeux Olympiques, à chaque fois, ça a été le cas des Jeux Olympiques sponsorisés par Visa en Angleterre, ils ont cherché à éliminer le cash sur l'ensemble du territoire britannique. Parce qu'il semble-t-il, quand on organise les Jeux Olympiques, on n'applique plus la loi nationale, mais on applique la loi olympique. Donc, est-ce qu'une position de dire on laisse les acteurs du paiement digital pratiquer leur stratégie de com et que les banques centrales ne réagissent pas, je me pose la question. Ma question était une question de réglementation. Donc, vous aviez évoqué, je crois, Monsieur Messaoui, l'obligation en France d'accepter les espèces. Mais je trouve qu'on est aussi, à ma connaissance, le premier pays au monde à avoir mis en place des plafonds pour les paiements en espèces, qui remontent à 1942 pour lutter contre le marché noir. Bon. Mais on se pose la question de savoir si est-ce qu'on peut encore défendre le cash au moment où on a des réglementations qui limitent, qui interdisent le paiement en espèces au-delà de 1 000 euros. Et le plafond a été abaissé sous le précédent gouvernement. Sous le gouvernement Macron, il y a c'est la CAP 21, je crois, qui était allé jusqu'à recommander l'élimination des espèces. Est-ce qu'on n'a pas un problème de réglementation et de discussion avec nos régulateurs? Alors, je vais répondre à cette question si vous voulez bien. D'abord, merci pour votre intervention. J'ai noté avec intérêt les chiffres et les indications que vous nous avez données. On est tout à fait en ligne avec ce que vous venez de dire. Alors, sur la France, il est vrai qu'il n'est pas simple de défendre le cash. On va se dire les choses clairement, qu'il y a cette idée que j'évoquais tout à l'heure qui est que, en fait, l'argent sale, ça passe par le liquide, comme si ça ne pouvait pas passer par d'autres moyens électroniques aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que la France est un des pays dans lesquels, très tôt, vous l'avez rappelé, des réglementations ont été mises en place pour limiter l'usage illégal du cash. Bon. Et que, alors, il y a eu effectivement cette proposition dans le groupe CAP 22. Alors, à l'époque, je travaillais au sein du gouvernement, enfin, dans un ministère. C'était un groupe d'experts indépendants qui ont fait des propositions au gouvernement et le gouvernement ne les a pas suivis, en l'occurrence sur ce sujet, et on n'en a plus du tout entendu parler. Mais il est vrai qu'il y a cette idée qu'il faudrait supprimer les pièces de 1 centime et 2 centimes, aller dans une société sans cash, etc. Mais on a bien vu tous les inconvénients que comporte cela. Donc, il y a un exercice qui est difficile. On est un petit peu sur une ligne de crête qui est à la fois, on dit, en reprenant les arguments que vous avez utilisés, il y a une dimension sociale, il y a une dimension inclusive, il ne faut pas qu'on bascule complètement dans cette société. Il y a la question on n'en a pas parlé, de la traçabilité. Si on est à 100% en paiement numérique, on saura ce que vous achetez tous les jours. Alors, dans
dans une démocratie comme la France, on donne des informations, des données importantes à des GAFA, mais dans des pays qui n'ont pas le même régime politique, on donne des données au gouvernement. Voilà, donc il y a des voix qui s'élèvent aussi sur ce qui se passe en Chine de ce point de vue. Enfin bon, donc tout ça, c'est des débats qui sont difficiles, particulièrement dans notre pays, parce que le cash a cette réputation qui n'est pas bonne. Voilà. Ce n'est pas le cas partout, hein. Vous allez en Allemagne ou en Autriche. En Allemagne et en Autriche, c'est l'inverse. Ce sont des pays qui sont plutôt ce qu'on appelle des cash lovers et qui utilisent beaucoup plus les espèces que nous le faisons nous aussi. Donc, chaque pays a sa spécificité. Moi, je plaide, je m'en suis ouvert au ministre des Finances à plusieurs reprises, au gouverneur de la Banque centrale, la Banque de France, François Villeroy de Galhau, et même au Premier ministre et au Président de la République. Je plaide pour un discours équilibré, c'est-à-dire qu'on n'est pas complètement obtus, on n'est pas complètement aveugle. On voit bien ce qui se passe, on voit que le paiement numérique progresse. Pour autant, et il faut vivre avec ça, c'est l'évolution des usages, hein, on ne peut pas être contre cela. Pour autant, il faut qu'on mesure ce que ça veut dire d'être dans une société qui n'aurait plus d'espèces, qui n'aurait plus de cash, et il faut mesurer que dans un pays comme la Suède, qui a été le plus avancé en la matière, le gouvernement, le Parlement a changé complètement de position et a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire. Voilà. Donc moi, je plaide pour un discours équilibré dans lequel on reconnaît les progrès en matière de facilité d'usage, de parcours, comme on dit aujourd'hui, de parcours utilisateur, et d'ailleurs demander aux jeunes générations, hein, c'est Lydia, tout le monde a Lydia aujourd'hui, hein. On dit plus tiens, tu m'as prêté 10 euros, je te les rends. On dit, tiens, je te fais un Lydia. Voilà. Je tiens ça de sources sûres, assez proches de moi, qui me donnent beaucoup d'informations sur ce qui se passe maintenant en matière de moyens de paiement dans les jeunes générations. Voilà, donc ça, c'est acquis. C'est acquis. Pour autant, il faut garder aux espèces une place qui nous paraît importante pour toutes les raisons qu'on a dites. Alors, il y a une question sur le lien supposé entre croissance d'encaisse espèces et inflation. Est-ce qu'on constate un lien ou pas? Alors ça, c'est une question pour un économiste. Donc, je vais passer la parole à Yanis Messaoui. Donc, comme on l'a vu sur le graphique qui montre cette augmentation, comme vous l'avez dit, impressionnante de la circulation des espèces, donc les explications qui peuvent éclairer donc cette tendance haussière assez surprenante. Donc, il y avait évidemment donc la faiblesse relative des taux d'intérêt, en fait, qui limite le coût d'opportunité. Il y avait le phénomène de crise et il y en avait un autre qui était la confiance dans le gouvernement. Et ça aussi, ça se traduit finalement par une inflation faible, en fait. C'est-à-dire que nous sommes dans des économies où l'inflation est faible. Et donc, qui dit inflation faible dit plus grande confiance dans la monnaie. Et donc, c'est un des phénomènes d'un point de vue économétrique qui peut expliquer pourquoi est-ce qu'on utilise, ou du moins la circulation des espèces augmente. Il y avait une autre question posée de forme très laconique, sous une forme très laconique concernant la cybersécurité. Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude des usagers de la monnaie, tout simplement, par rapport à la monnaie scripturale, à cause de questions de sécurité? C'est sûr qu'en fait, on dit beaucoup que le cash, c'est le royaume en tout cas le support pour les activités illégales. Mais enfin, regardez ce qui se passe dans le monde, hein. Vous avez peut-être vu il y a quelques semaines, c'est à la fin de l'année 2020, il y a eu une grande enquête dans le monde, justement, dans le journal Le Monde, sur je cite, une gigantesque escroquerie aux crypto-monnaies. Il y a des escroqueries en matière de placement de Bitcoin. Il y a eu un rapport d'Interpol, on le cite dans l'étude, sur les risques de détournement des moyens de paiement par téléphone mobile en Afrique. Vous savez qu'il y a des pays en Afrique, le Kenya en particulier, qui a été précurseur, dans lesquels on peut, un peu comme on le fait aujourd'hui avec l'IA, on a mis en place une société qui s'appelle M-Pesa, qui est étudiée parce que c'est un cas tout à fait intéressant, les virements de téléphone portable à téléphone portable, de pair à pair, sans même avoir de compte bancaire, hein, ce qui est intéressant. Là, c'est vraiment de la pure monnaie électronique. On ne passe pas par un compte en banque. Et on sait maintenant, grâce à ce rapport d'Interpol, qu'il y a des risques de détournement et donc de financement d'activités illégales. Vous savez, quand le ministre des Finances, Bruno Le Maire, fait passer en Conseil des ministres, c'était en novembre ou décembre,
une ordonnance pour limiter l'usage des crypto-monnaies en France, ou en tout cas mettre des conditions strictes sur l'identification des utilisateurs, c'est qu'on sait qu'il y a eu du blanchiment d'argent. Voilà. Et donc maintenant, il y a un certain nombre de pays dans lesquels vous recevez un versement important. Si on vous demandez d'où ça vient, maintenant de plus en plus, on demande ça. Si ça vient d'une crypto-monnaie ou d'une vente de Bitcoin, on vous demande des informations. Donc là aussi, je pense qu'il faut qu'on ait une vision équilibrée. On n'est pas en train de dire que le cash est formidable pour les activités illégales. Ce n'est pas du tout le cas. Bien sûr que le cash peut être utilisé pour les activités illégales. On le sait, pour le travail au noir, pour toute une série de choses. Mais est-ce que vous croyez sincèrement qu'aujourd'hui, c'est par ce biais-là que l'argent sale circule dans le monde le plus? Regardez le plus gros scandale financier qui a été dénoncé l'année dernière, les Panama Papers. Il n'y a pas un sujet de cash. Tout ça, c'est des virements de fonds entre particuliers et entre des banques qui sont situées dans des contrées accueillantes, on va dire des choses comme ça. Voilà, donc dans les deux cas, il y a des activités légales, il y a des activités illégales. Ce qu'on sait en revanche sur la partie cyber, la partie numérique, c'est que maintenant, si on est malin, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup plus de choses qu'on ne pouvait faire simplement en transportant des valises de billets, sans même parler des pièces, puisque moi, je fabrique des pièces de monnaie. Si vous voulez constituer 1 million d'euros en pièces, il va falloir venir avec un container à la sortie de l'usine de la Monnaie de Paris à Pessac. Hein. Donc, tout ça, ça sert à… On se dit, voilà, c'est pas tout noir d'un côté et tout blanc de l'autre. Hein. Si certaines personnes veulent utiliser les crypto-monnaies, c'est leur droit le plus strict. S'ils perdent 50% de la valeur de leur investissement en 2 mois, on ne pourra pas dire qu'on ne les a pas prévenus. S'ils oublient, vous avez vu cette histoire du gars qui a 240 millions d'euros en Bitcoin, mais pas de chance, il a oublié le code secret, parce que les Bitcoins c'est une monnaie qui, comme l'a dit tout à l'heure, qui passe par la blockchain, c'est-à-dire du stockage de données décentralisé et extrêmement sécurisé. C'est tellement sécurisé qu'il faut un code. Le code, vous ne pouvez pas le donner. C'est impossible, vous ne pouvez pas le transférer. Ne me dites pas comment c'est impossible, il y a des raisons techniques derrière que je ne connais pas. Et donc, il y a, je crois, jusqu'à 10 essais. Il y a quelqu'un, où est-ce que c'est? Je ne sais pas, Yannis, si tu t'en souviens, c'est en Suisse, je crois, un épargnant qui avait acheté, qui a 240 millions de Bitcoin. Hein, il en était à la 8e tentative. Voilà. Il était à la 8e tentative, il lui reste 2 tentatives là. Voilà. On ne sait pas s'il va les mobiliser, quoi. Et il peut pas, c'est pas comme, vous savez, il n'y a pas un lien comme quand vous allez sur un site, vous avez oublié le code secret, vous cliquez sur le lien et on vous en donne un nouveau. Non, ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est l'inverse, c'est ultra sécurisé. C'est tellement sécurisé que vous n'avez plus accès à vos biens. C'est là où on se dit que c'est pas une monnaie, vous voyez. C'est qu'une monnaie, il y a une valeur qui est relativement stable si la devise est stable. Et la valeur est garantie par la Banque centrale. Vous avez des pièces, des billets. Quoi qu'il arrive, vous allez à la Banque de France, on vous en donne vous pouvez la monétiser. C'est la notion de pouvoir libératoire. Voilà. Quelqu'un nous indique sur le fil des questions que ce monsieur a engagé une société à laquelle il a promis 30% des gains si la société arrivait évidemment à décrypter. Je serais très intéressé de savoir si ça marche parce que dans la promesse du Bitcoin et des crypto-monnaies, il y a le fait que ça n'est pas possible. Parce qu'il y a une sécurité maximale par justement le cryptage de ces actifs. Mais bon, écoutez, s'il y arrive, c'est très bien, mais à mon avis, c'est très bien pour lui. Mais à mon avis, s'il y arrive, c'est très mauvais pour le Bitcoin. Ouais. Parce qu'un des motifs qui était vous savez, pour ceux qui connaissent l'histoire du Bitcoin, il y a un livre blanc qui a été publié en 2009 par un monsieur qui s'est donné un nom japonais. On pense que ce n'est pas un japonais puisqu'on n'a jamais connu l'identité de cette personne, monsieur Yakimoto, je crois. Et dans la promesse initiale du Bitcoin, il y avait ça, un peu comme Hayek dans les années 70, l'économiste très libéral, qui disait la monnaie est une chose trop importante pour la confier à des banquiers centraux ou à des États, pour paraphraser une autre formule célèbre.
Et il faut donc s'éloigner de l'État ou de la Banque centrale qui ne fait que des bêtises avec la monnaie. D'une certaine manière, les défenseurs ou les turiféraires du Bitcoin disent la même chose et des crypto-monnaies. Il faut s'éloigner de la Banque centrale, de l'État. Il ne faut pas que l'État puisse rentrer dans le système, que personne puisse rentrer dans le système. Il n'y a pas de tiers, hein, c'est-à-dire que c'est une des caractéristiques de la blockchain et du Bitcoin. Il n'y a pas de tiers, il n'y a pas une institution financière, il n'y a pas une banque, il n'y a pas une banque centrale. C'est uniquement un système de pair à pair entièrement décentralisé et entièrement sécurisé. Donc, si un tiers, en l'occurrence la société à qui on a promis de recevoir 30% de 240 millions de dollars, réussit à percer le code, à mon avis, c'est une très, très mauvaise nouvelle pour le Bitcoin. Donc, ceux d'entre vous qui en ont acheté, je vous conseille de le vendre assez vite. De toute façon, d'une manière générale, je vous le conseille de vendre assez vite si vous en avez, quoi, hein, avant que ça s'effondre. Mais ça, c'est un choix personnel. Bon, nous allons devoir conclure. Une toute dernière question à laquelle je vous serais reconnaissante de répondre très rapidement. Où en est le projet de pièce de 5 euros? Ah, ben ça, c'est une question précise, hein. C'est quelqu'un qui connaît cette histoire, Monsieur Poncin. Écoutez, il n'y a pas actuellement de projet de pièce de 5 euros. C'est un projet qui a été défendu par la Monnaie de Paris il y a quelques années. Et c'est une question qui se pose dans beaucoup de pays en réalité. C'est-à-dire, en fait, le billet le plus petit est souvent un billet qui est mal aimé, mal accepté. Le billet de 5 euros, au passage, en France, vous ne trouvez jamais un billet de 5 euros dans les distributeurs, hein. C'est un billet qu'on utilise moins, c'est un billet qui s'abîme plus vite. Il pourrait y avoir une certaine logique à faire ça. Voilà. Maintenant, c'est la Banque centrale européenne qui décide et le Conseil européen, donc je ne sais pas si ça risque de se faire. En revanche, ce que je peux vous dire, je ne terminerai pas là, c'est que nous émettons des pièces de collection de 5 euros. De 5 euros, de 10 euros, de 20 euros, de 100 euros. On monte même jusqu'à 5 000 euros. Et alors là, pour le coup, je peux vous conseiller, c'est plus solide qu'un Bitcoin. Ce sont des pièces de 5 000 euros en or pur qui pèsent 1 kg d'or et qui sont vendues selon les années entre 100 et 120 000 euros. Voilà. Et ça, c'est de l'or. Donc, vous avez le sous-jacent solide qui est l'or. Et deuxièmement, elle a une valeur faciale. Donc, si vous la ramenez à la Banque de France, on pourra vous donner des billets à la place. Merci beaucoup à tous les deux. C'était absolument passionnant. Vraiment, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup. Et voilà, Bernard, tu veux dire un mot? Oui, je joins mes remerciements au tien, absolument. C'était tout à fait passionnant, une conférence finalement très atypique dans son intitulé et néanmoins pleinement en phase avec les enjeux politiques, économiques, sociaux, sociologiques qui sont traités à Sciences Po et à Sciences Po Alumni en particulier. Merci beaucoup à tous les deux, cher Marc Schwartz, cher alumnus de Sciences Po. Merci beaucoup Yanis Moussaoui d'avoir partagé vos réflexions avec la communauté des étudiants et des diplômés de Sciences Po. Vous avez contribué à enrichir le débat ce soir encore avec ces analyses. Au nom de tous nos participants, étudiants diplômés de Sciences Po, nous vous souhaitons une excellente soirée et puis nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois à nouveau, si vous en êtes d'accord, pour faire un point d'étape et reprendre les courbes que vous nous avez présentées et voir où nous en serons, espérons-le, à la sortie de la crise. Merci beaucoup, merci à tous. Et l'étude est disponible gratuitement sur le site de Terra Nova, hein. Si ça vous intéresse, on peut peut-être diffuser le lien. Comme ça, vous pourrez aller directement à la source. C'est très bien. Et la monnaie de Paris se visite, disais-je, Marc? Eh ben, écoutez, la monnaie de Paris se visite, sauf qu'en ce moment, il ne vous aura pas échappé que les lieux culturels sont fermés. Je ne sais pas ce que le Premier ministre, qui était un concurrent de cette conférence ce soir, a dit pendant que nous parlions de cash, mais on espère que ça va rouvrir bientôt, mais on ne voit pas quelque chose dans l'immédiat, quoi, hein. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Bonne